Extrait de Désert solitaire d'Edward Abbey. Chapitre intitulé La chaleur de midi, rocs, arbres, nuages. Juillet. Les montagnes sont presque entièrement dépourvues de neige, à l'exception de quelques plaques dans les couloirs des versants nord. Réconfortant tout de même ces champs de neige ratatinés, bien qu'ils soient à 20 miles à vol d'oiseau et 6 ou 7 000 pieds plus haut que l'endroit où je suis assis. Réconfortant par la promesse que si la chaleur ici devient moins tolérable, je peux m'évader au moins 2 jours par semaine et me réfugier dans les montagnes, sur ces îles dans le ciel, entourées d'une mer de désert. Savoir ces refuges accessibles en cas de besoin rend le brasier silencieux du désert plus facile à supporter. Les montagnes sont un complément du désert, comme le désert est un complément de la ville, comme le monde sauvage est un complément de la civilisation qu'il parachève. On peut être un amoureux et un défenseur du monde sauvage sans être de sa vie jamais sorti des limites de l'asphalte, des lignes à haute tension et des surfaces à angle droit. Nous avons besoin du monde sauvage, même si nous n'y mettons jamais les pieds. Nous avons besoin d'un refuge, même si nous n'avons pas besoin de nous y rendre. Je n'irai peut-être jamais de ma vie en Alaska, par exemple, mais je suis reconnaissant que l'Alaska existe. La possibilité de nous évader nous est, à coup sûr, aussi nécessaire que l'espoir. Sans elle, la vie dans les villes acculerait tous les hommes au crime, à la drogue ou à la psychanalyse. Avertissement familier et plaintif. J'aimerais introduire ici, dans ce qui est maintenant devenu un débat académique, un argument tout à fait nouveau. Le monde sauvage doit être préservé pour des raisons politiques. Nous en aurons peut-être besoin un jour pour échapper non seulement à l'industrialisation excessive, mais aussi à un gouvernement autoritaire, à l'oppression politique. Nous pouvons avoir recours au Grand Canyon, au Big Bend, au Yellowstone et au High Sierras comme à des bases de guérilla contre la tyrannie. Quelle raison, nous autres Américains, avons-nous de croire que notre société échappera nécessairement à la dérive mondiale vers l'organisation totalitaire des hommes et des institutions ? L'histoire récente démontre, par ailleurs, l'utilité du monde sauvage comme base de résistance à la domination centralisée. À Budapest et à Saint-Domingue, par exemple, les révoltes populaires ont été facilement et rapidement écrasées car un environnement urbanisé donne l'avantage à un pouvoir doté d'un équipement hautement technique, mais à Cuba, en Algérie et au Vietnam. Les révolutionnaires opérant dans des arrière-pays de montagne, de désert ou de jungle, avec le soutien actif ou tacite d'une population clairsemée, ont été capables de vaincre ou au moins de tenir en échec des effectifs équipés de toutes les terrifiantes armes du militarisme du XXe siècle. Le soleil règne. Je suis noyé dans la lumière, là où je suis assis tout seul à cette heure-ci, est le foyer de l'univers. Entouré comme je le suis par un millier de miles carrés d'un no man's land, ou bien d'un all man's land, en grande partie inhabité, je peux ne pas être sérieusement dérangé par le pressentiment d'un danger menaçant mon vulnérable monde sauvage. Tous les dangers semblent également lointains. Dans cet éclat d'étincelante vacuité, dans cette aride intensité de pure chaleur, au cœur d'une solitude surnaturelle, d'un grand silence et d'une grande désolation, toute chose s'éloigne jusqu'à se trouver hors de portée, reflétant la lumière mais impossible à toucher, annihilant toute pensée et tout ce que les hommes ont fait pour les réduire à un spasme de poussière tourbillonnant au loin dans le désert doré. Les fleurs qui embellissaient les dunes rouges en avril et en mai se sont desséchées maintenant. Elles ont toutes répandu leurs semences, excepté quelques rares tournesols affaissés. La rose des falaises s'est fanée, les tiges de yucca se sont épanouies, ont fleuri, sont mortes, se sont cassées et ont séché. Les cosses ne sont plus que des coquilles vides. Sous le coup de balai quotidien des vents desséchants de mai, presque tout ce qui était vert a pris sous la brûlure des tons inconsistants, fanés de safran et d'auburn. Mais les tempêtes de l'été n'ont pas encore commencé. Quand elles viendront, ce qui ne saurait tarder, nous verrons la résurgence d'une végétation verte à travers la région. Le chardon russe, plante grasse allergisante qui gratte la peau, apport exotique des steppes mongoles. La majorité des choses vivantes battent en retraite devant l'éclat étourdissant et la chaleur de midi. Un serpent ou un lézard exposé au soleil de midi plus de 10 minutes mourrait. Les reptiles, qui ne possèdent aucun mécanisme intérieur de rafraîchissement, doivent à tout prix éviter les températures extrêmes, en particulier dans le désert, où la température à la surface du sol est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est dans l'air, quelques pieds plus haut.
Donc les serpents recherchent l'ombre et attendent le coucher du soleil pour se mettre en quête de leur dîner. Les lézards, mangeurs d'insectes, foncent d'un abri à l'autre et ne s'attardent jamais plus de quelques instants dans le brasier à ciel ouvert. Les autres créatures font de même. Comme moi, elles restent à l'ombre le plus longtemps possible. Pour conserver l'humidité de leur corps et leur énergie, les rongeurs restent dans leur terrier pendant la journée. Les scorpions et les araignées vont sous terre. Les cerfs, les antilopes, les mouflons, les lynx, les renards et les coyotes, tous se mettent à l'ombre, sous les rochers en saillie, les taillis de chêne, les pins pignons et les genévriers, jusqu'à ce que le soleil décline. Même les fourmis rouges restent à l'intérieur de leur nid de malheur à midi, ce qui ne les empêche pas de sortir en masse, prêtes à combattre, si on les agace avec un bâton. J'ai essayé, bien sûr. Les fleurs se recroquevillent, les feuilles se replient sur elles-mêmes. Tout se rétrécit, se contracte, se ratatine. Quelque part, une grosse branche desséchée d'un vieux peuplier agonisant se détache du tronc, et les fibres, en se déchirant, font un bruit pareil à un cri de femme. Les oiseaux restent muets, inactifs. De temps à autre, j'entends l'appel lointain d'une colombe plaintive, appel qui semble toujours lointain. Quelques moineaux gris du désert volent d'un arbre à l'autre, s'arrêtent là et ne se montrent plus. Les corbeaux et les pies restent à l'ombre, les premiers sur le haut de la falaise, les pies dans les arbres. Les hiboux, bien sûr, et les engoulevents ne s'éloignent pas des trous et des fissures pendant la journée. La vie des insectes, déjà très clairsemée dans les espaces déserts, se réduit à une invisibilité et une inaudibilité quasi totale pendant la chaleur de la journée, quoique, par moments, pendant l'heure la plus chaude et la plus tranquille, on puisse entendre l'inquiétant tic-tac d'un criquet ou d'une locuste rendue fou par le soleil, petite musique triste qui semble contenir, comme une partita de Bach, un petit quelque chose sans âge, hors du temps, éternel dans ses vibrations primordiales. Dans cette période d'immobilité, même le bétail, les chevaux, les moutons, les chèvres, les bœufs, a assez de bon sens pour se tenir tranquille et se reposer à l'ombre. De tous les animaux sans plumes, seul l'homme, prisonnier de l'asservissement à la montre qu'il s'est imposé à lui-même, refuse de voir le feu élémentaire et continue à vaquer, du mieux qu'il peut, à ses affaires. Il souffre calmement, martyr de sa folie. Beaucoup à apprendre. Parmi les choses sauvages, seuls les faucons, les vautours et les aigles semblent rester tout à fait actifs pendant les jours et les heures les plus chauds du désert. Je les ai vus tourner en cercle et s'envoler loin dans le ciel en plein midi, leurs ailes sombres se détachant sur le bleu, au-dessus de la chaleur. Que font-ils là-haut, au milieu du ciel, au sommet du jour ? Je les observe pendant des heures, à l'œil nu et à la jumelle, et je ne vois jamais ni un faucon, ni un aigle plongé pour attaquer une proie à une heure pareille. Et ça n'a rien d'étonnant, car il n'y a pas beaucoup de bonnes petites chairs fraîches dans les environs. Et l'urubu ne descend pas non plus pour déjeuner, et ne fait aucune espèce d'effort. Les faucons sont ceux qui se montrent le plus souvent, mais très brièvement. Ils glissent dans les airs sur un courant invisible. L'aigle royal n'apparaît pas souvent, mais reste plus longtemps que le faucon. Il flotte vers l'horizon en décrivant des cercles entrecroisés jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Le vautour, ou urubu, maître du vol plané, plus courant, est celui que l'on voit le plus. Il reste en l'air des heures sans se poser, sans jamais remuer ses longues ailes noires bordées de blanc, reconnaissable de très loin, jamais pressé d'aller nulle part, ou de faire quoi que ce soit. Oiseau indolent et contemplatif, il se laisse porter par un courant ascendant, se balance légèrement, s'élève lentement, tombe, vogue plus loin et plus haut, sans soulever une plume, ses rémiges allongées comme des doigts au bout de ses ailes. Il ne cesse de tourner et de tourner, en spirales qui s'élargissent, s'attarde à 1000 pieds au-dessus du paysage, et rien de ce qui bouge en bas n'échappe à ses yeux mornes. Ou bien, qui pourrait en être sûr, a-t-il tôt fait de s'endormir là-haut et de rêver de sa précédente incarnation, quand ses ailes n'étaient qu'un rêve ? Toujours sans le moindre coup d'aile, le vautour s'élève de plus en plus haut, en cercle de plus en plus large, jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien de cet oiseau lugubre, arrogant, repoussant, que dessiné par ses ailes noires comme du charbon, le V de la victoire, à moins que ce ne soit un geste obscène, découpé sur le dôme bleu du ciel.